Bienvenue dans Autour de whisky, notre podcast entrepreneurial. Aujourd'hui, on reçoit Rémi Ouellette de Peinture Rémi Ouellette, qui va venir nous parler un peu de son parcours. Rémi, parle-nous donc un petit peu de toi. Je suis peintre en bâtiment, comme ça dit. Je fais principalement de la peinture résidentielle et commerciale haut de gamme. Un peu d'industriel aussi quand c'est nécessaire. J'ai pas de problème avec ça. Sinon, à part de ça, j'ai une blonde, 3 enfants, une vie sans tout ce qu'il y a de peut-être plus normal pour un entrepreneur. Fait que je dors pas, je mange pas, je parle pas. Donc, un entrepreneur normal. Donc, Autour de whisky présenté aujourd'hui par Sunrose Communication et EL Concept. On se revoit bientôt. Bienvenue à Autour de whisky. Aujourd'hui, on en parle à Rémi Ouellette. Rémi, d'abord, bonjour. Tu es peintre en bâtiment, tu fais de la peinture principalement résidentielle, tu fais plus que ça. Comment tu es arrivé à devenir peintre? Tu n'es pas peintre? Non, en fait, je suis loin d'être né peintre. L'art plastique au secondaire, là, au primaire, secondaire, c'était genre la pire matière au monde. Là. J'ai fini avec 40%, je pense, ma dernière fois. Fait que tu débordais un peu des lignes. Comment tu es arrivé à faire tout ça? Je refusais carrément de faire des travaux. Je détestais dessiner, peinturer, tout ça. Non, en fait, c'est que c'est une opportunité que j'ai eue. Il y avait une pénurie de main-d'œuvre, bassin de la construction. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, ben. Puis la blonde d'un de mes cousins, elle a fait hey, mes frères ils ont une compagnie de peinture. Attends-tu d'avoir un métier? OK, pourquoi pas? J'avais déjà une job, mais une job pas d'avancement possible. Je vidais des faux sceptiques. Puis j'étais comme plafonné au niveau salarial. Je faisais des heures pas mal l'été, mais l'hiver, je reste à la maison. On parle de combien de temps là, auparavant, ça? Ça fait combien de temps que Peinture Rémi Ouellette, ça existe? Que ça existe, j'ai enregistré l'entreprise en février 2023. Okay. Que moi, je fais de la peinture, ça date de 2018. OK. Fait quand tu as commencé en 2018, au moment où tu faisais les faux sceptiques, tout ça. Il y a beaucoup de jokes de marque qui me viennent en parle. C'est ça, mais la fête en vente, là. Mais au moment où tu as commencé ça, tu travaillais pour quelqu'un. Oui, mais c'est ça. Dans le fond, c'est une pénurie de main-d'œuvre. C'est comme ça que ça fonctionne avec la CCQ ici au Québec. Si tu n'as pas le DEP pour un métier, il faut que tu passes par une des associations syndicales. Tu trouves un employeur qui va te garantir 150 heures en chantier. Tu remplis les documents, tu déposes un 100$ pour ta cotisation à la CCQ. C'est comme s'il n'en prenait pas déjà assez des cotisations. Puis ton dossier il est déposé. Puis là, ben, quand il y a un bassin qui rouvre dans un des métiers, pénurie de main-d'œuvre, ben là, ton dossier, il est passé. Puis là, ben, il te donne une exemption de formation. Fait que tu tombes sur les chantiers avec une carte d'apprenti première année dans le métier pour lequel tu as postulé. Puis tant que tu n'as pas fait tes 150 heures, tu fais 150 heures en l'espace de 12 semaines avec des heures consécutives chaque semaine. Puis en gros, ça a été 40 heures en 4 semaines, c'était fait. Puis là, il t'envoie vraiment ta carte. Puis là, ben, tu peux commencer à accumuler, mais tu la prends sur le top. Fait que tu fais pas de DEP. Okay. Tu rentres direct. Fait que tu n'as aucune étude là-dedans. Ben, je les ai faites avec le temps. Parce que tu as une obligation de formation. Une fois par année, il faut que tu fasses au moins 30 heures de formation reliée à ton métier. Donc, tu vas à l'école des métiers de la construction, de fin de semaine, de soir, peu importe. Tu fais une formation reliée à ton métier, une par année, jusqu'à ce que tu deviennes compagnon. Quand tu réussis l'examen compagnon, tu es exempté de faire les autres cours. Ben, moi, quand il y avait moins d'ouvrages, le premier hiver, j'ai clenché toutes les formations. OK. Il me payait pour. C'est intéressant, ça, parce que, tu sais, moi, je suis un monde professionnel, je suis membre d'un ordre, on a des formations continues obligatoires. Toi, c'est quelle association qui t'oblige ça? C'est pour garder ta licence ou ton titre de peintre? Ben là, en tant que tel, depuis que je suis compagnon peintre, il n'y a plus d'obligation de formation, il n'y a plus d'obligation de cours. Tant que tu fais au moins 1 heure par année avec la CCQ te laisse. La Commission de la Constitution du Québec va te laisser ta carte de compétences. Mais ils ne peuvent pas te demander. Si jamais tu la perds parce que tu t'en sers plus, tu reviens, tu repayes une cotisation de 100$ puis ils te donnent ta carte qui est réactive. OK. Là, tu as parlé de Québec. Je m'excuse, mais moi, je suis vraiment pas dans l'univers de la construction. Fait que je pars de loin dans l'ensemble de mes connaissances. Si demain matin, tu vas travailler en Ontario, ça fonctionne-tu de la même façon? Demain matin, n'importe qui peut travailler dans la construction en Ontario. La façon que ça fonctionne en Ontario, il n'y a pas d'instance gouvernementale qui régit le bâtiment. Donc, il n'y a pas de régie du bâtiment. Il n'y a pas de commission de la construction comme au Québec. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a des paliers d'inspection très rigoureux. Fait que tu peux prendre l'itinérance sur le coin de la rue et dire « Moi, je vais te faire travailler aujourd'hui. » Tu le fais travailler sur le chantier, tant qu'il y a son équipement de sécurité. Tu le fais travailler.
Sauf qu'avant de passer à la prochaine étape du bâtiment, l'inspecteur doit approuver les travaux. Donc, en Ontario, la façon que ça fonctionne, c'est que chaque étape est rigoureusement inspectée. Tandis qu'ici au Québec, il n'y a pas tant d'inspection, mais ça prend des cartes de compétences. Ish. T'as l'air à le savoir, là, je m'excuse, Non, mais vas-y. c'est une question qui m'intrigue, puis je suis dans le milieu de la construction, puis ça, je ne le savais pas. Donc, merci de m'apprendre cette information-là, mais tu as eu ça, t'as essayé d'aller en Ontario ou... Non, mais je connais j'ai un de mes amis qui est maçon. Il a 15 ans d'expérience dans son métier en Ontario. C'est en ici. Son ancien employeur ne peut pas remplir les documents parce que son ancien employeur est décédé. Donc, il n'y a aucun moyen de prouver qu'il a vraiment 15 ans d'expérience dans son métier parce que c'était marqué manœuvre sur son talon de paye et non maçon. OK. Mais ça fait 15 ans qu'il est maçon. Il est très compétent. La CCQ ne veut pas reconnaître ses heures. Donc, il recommence apprenti première année. Il ne peut pas travailler tout seul. Il faut absolument qu'il y ait un compagnon avec lui, en bas d'échelle salariale. Les dernières que tu en parles, je crois que je connais déjà la réponse à mes questions, mais as-tu une des deux façons que tu trouves qui est mieux que l'autre? D'être un peu bloqué par les inspections, mettons en Ontario, ou ici d'être plus à l'inverse, comme tu dois avoir plus de compétences pour avoir plus de liberté? Avoir une carte de compétence ne veut pas dire que tu es bon. OK. Non, mais ça te permet de travailler par contre. En fin de la journée, ça peut te démontrer que tu es bon aussi. Là. Mais c'est ça. Avoir une carte de compétence ne veut pas dire que tu es bon. Ça veut juste dire que tu as fait tes heures pour passer au prochain palier. C'est 2000 heures par palier. Comme moi, avec le métier de peintre, c'est 6000 heures avant d'avoir le droit de passer l'examen compagnon. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir du premier coup. Tu peux rester troisième année pendant 10 ans parce que tu échoues ton examen compagnon. Puis l'examen compagnon, honnêtement, il est déçu. L'examen doit dater des années 60, où ce qui posait encore des feuilles d'or sur les rampes ou des affiches déjà dorées. Les techniques n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais c'est un choix de réponse. Fait que, normalement, on s'en sort assez bien si on est compétent. Mais même encore là, compétent théorique puis compétent pratique, ça dépend ce que c'est. Honnêtement, je préfère le système de l'Ontario pour le côté inspection. C'est qu'on est plus sûr que le bâtiment il est bien construit, moins de vis cachées, parce qu'il est plus inspecté, plus évalué au fil de la construction. Ici au Québec, il y a un petit peu plus de laisser-aller, mais il y a des gros gouvernements qui prennent des grosses cotisations, le RVQ, la CCQ. C'est parce qu'ils veulent l'argent, ils veulent taxer. Ils ont des instances gouvernementales, mais après ça, ils vont pas aller vérifier. Fait que, si jamais il y a un problème, mettons, dans la choc-pente, mais ils ont déjà commencé à fermer les murs. Il n'y a pas eu une inspection à qui part là-dedans. L'inspection, c'est un enjeu, puis c'est un enjeu actuel. Là. D'ailleurs, il y a plein de choses qui se passent à ce niveau-là. Mais toi, de ton côté, quand tu as fait t'es rentré, là, ils ont ouvert les bassins, toi, tu t'es appliqué comme peintre, tu t'es trouvé un emploi. C'était-tu déjà dans la tête d'être ton propre patron puis de te lancer entrepreneur ou d'être à ton compte? Ou? Pas du tout, je faisais même pas du résidentiel. J'ai commencé dans l'industriel lourd, donc je travaillais pour une compagnie qui travaillait dans les pétrolières. Donc j'ai travaillé chez Suncor, chez Valero, chez Esso. On faisait le sandblast des pipelines et des gros réservoirs qu'on voit sur le bord de l'autoroute 40. Sandblast, puis après ça, on repeinture. On est loin de la Le- résidentielle. Le pinceau me servait à bourrer des bottes pour être sûr qu'il y avait du produit partout, juste pour empêcher le métal de rouiller. C'était une protection contre la rouille. Mais le logo d'Ultramar, il doit être assez complexe à peinturer. Puis ça, là, c'est gros, c'est sur le bord de l'autoroute. Tu vois ça à 3 C'est un litres. C'est un pas de bois. J'espérais que tu allais me sortir un gros côté artistique. Ouais, Ben non, c'est un pas de bois. Il y a rien d'artistique là-dedans. C'est collé là, puis tu passes le bleu, puis ça t'arrache le pochoir. Oh wow, ça c'est Avec bon. des belles nacelles en plus. Là. C'est pas un codin là, qui monte jusqu'en haut qui descend avec les cordes. Là. Non. Bon, dans tout ce processus-là, où est-ce que tu t'es dit, tu sais, là, on s'entend, tu es dans les pétrolières, tout ça, en peintre très industriel. C'est où tu t'es dit, moi je pars à mon compte? Ah ben, j'ai peint industriel, l'hiver, t'as pas vraiment de job. C'est saisonnier, parce que c'est à l'extérieur. Quand la saison morte arrive, ben souvent c'est dans les usines que tu finis par aller travailler. Les usines qui ont besoin de maintenance au niveau de la peinture pour l'équipement, pour les planchers, ce sont des planchers d'époxy, des choses comme ça. Mais c'est à effectif réduit. Tes dernières rentrées, tu t'en vas au chômage. Pendant que j'étais au chômage, ben, un ami qui m'a dit hey, moi je travaille pour une compagnie qui fait du résidentiel, du commercial. Ça te tente-tu de venir essayer? J'ai comme, ben, pourquoi pas? Tu sais, ça continue de faire monter mes heures d'expérience pour le métier de peintre. Donc, je change de secteur. Et là, je me rends dans le résidentiel commercial. Première journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, ils disent ah, ben, t'as déjà 500 heures d'expérience. Ça va faire ça. Prends le rouleau, roule le plafond. Là, je suis comme, oh, minute.
Bon, mon rouleau, là, il faut que je cochisse la cage pour épouser la forme du pipeline, là. Et, tu veux que je fasse un plafond? Montre-moi comment le faire avant. Puis j'ai tenu mon bout. Je vais pas faire n'importe quoi, me ridiculiser devant vous autres. Montrez-moi comment le faire. J'ai observé, j'ai pogné le rouleau, je suis parti. Et avant que je touche un pinceau, je pense que ça a fait 3 mois avec mettre un pinceau dans les mains. Il y a un grade de compétence, puis une hiérarchie, rouleau, pinceau. Non, c'est que les compagnons, ils aiment bien faire le pinceau. Ça libère un peu les épaules. Quand ça fait longtemps que tu es peintre, le dos, les épaules, les genoux, c'est des choses qui deviennent endommagées assez rapidement. Okay. Fait qu'avoir un jeune qui veut se prouver, ben let's go, vas-y, roule. Fait que là, j'ai roulé pendant 3 mois, je pense, non-stop. Que du rouleau. Puis là, on n'est pas encore au point où tu t'es. On est loin. On n'est pas encore au point où tu as lancé ton entreprise. On n'est même pas au point où j'ai pris ma petite job sur le site de fin de semaine. Puis moi, je suis encore surpris de voir que le rouleau, c'est pour les petits. Parce que moi, quand je fais la peinture de mon appart, je préfère le rouleau parce que maudit le découpage, ça fait chier. Mais moi, encore aujourd'hui, je préfère le rouleau. Par contre, je m'occupe du pinceau parce que mes lignes sont plus droites que la majorité des lignes. Mais honnêtement, c'est une erreur que la majorité des compagnies font. Moi, j'ai embauché une apprentie pour la former. Première chose que j'ai faite, j'ai donné un pinceau. Si tu maîtrises ton pinceau, après ça, je vais te montrer à faire le rouleau. C'est facile de faire du rouleau. En théorie, c'est facile. Tu as pogné le twist, que tu places la peinture comme il faut, sans l'étirer, sans la laisser là. C'est facile à faire. Le pinceau, si tu le maîtrises jamais, ben, tu ne seras jamais un bon peintre. Fait que c'est la première chose que j'ai faite. C'est une femme. La majorité des femmes dans la construction sont plus précises, plus minutieuses, mais un peu moins de rendement niveau vitesse, niveau force. En général. Il y en a qui surprennent. Mais là, c'est quand même assez récent, ton entreprise. Là, tu as déjà des employés, puis toi, tu as un processus différent des autres, puis tu te dis, moi, je vais faire ça différemment. Mon niveau de finition, c'est ma marque de commerce. Fait que si elle n'est pas capable d'atteindre mon niveau de finition, ben, elle ne pourra pas travailler avec moi. Puis là, ben, je l'ai pris de zéro. Elle ne s'est pas peinturée. Dans le pinceau, on va voir ce que tu sais faire. On va lui montrer comment. Et les 6 premiers mois, elle n'a fait que des boiseries et des portes. Fait qu'elle prenait quand même un rouleau, mais pas pour faire des grandes surfaces, juste pour des portes. Elle est devenue excellente. J'ai vu des gars que ça fait 25 ans qu'ils peinturent, qui barrent le plancher, puis elle ne touche plus au plancher. 6 mois. Les bassins sont encore ouverts en date de Ben, pour les femmes, c'est toujours ouvert. Pour les femmes, ok. la pénurie de main-d'œuvre, c'est supposé être 30%. Il y a toujours plus que 30% de pénurie de main-d'œuvre. Donc, les femmes dans la construction peuvent choisir leur métier, trouver une compagnie qui va leur garantir 150 heures, puis rentrer. OK. Ouais. Elle faisait de l'entretien ménager avant, fait qu'elle s'est dit, j'ai goût d'avoir un métier, faire autre chose. Puis, OK, mais là, tu m'amènes de voir sur quelque chose que moi, je vais aller peut-être un peu plus tard, mais c'est correct quand même. Je sais que tu te positionnes comme un peintre haut de gamme. effectivement. Qu'est-ce qui t'amène à pouvoir dire ça dans le sens, est-ce que c'est la qualité des produits? Comment ça fonctionne? C'est la difficulté de tes projets? C'est quoi qui te démarque? On me la pose souvent cette question-là. La qualité des produits, n'importe qui peut l'acheter le bon produit. Apprendre à le poser, n'importe qui peut l'apprendre, le développer. Le niveau de finition, il faut que tu aies le cœur à le faire. Il faut que tu veuilles que ce soit parfait. La différence, c'est vraiment la préparation des surfaces. Je ne fais pas arriver et commencer à peinturer. Les surfaces, il faut les préparer pour que la peinture adhère comme il faut. Il y en a qui font laver au TSP. Moi, je préconise plutôt le sablage. Donc, j'ai un padron de 9 pouces. Je vais sabler toute la surface avant de peinturer. Ça enlève tout ce qui est dessus, qui est résidu contaminant. La majorité du temps, ça va arriver. Là, quand c'est gras, on sort le TSP, on n'a pas le choix. Mais ça va permettre une adhérence aussi. Juste en égratignant un petit peu le film de la peinture, la prochaine va s'asseoir un peu mieux dessus. Puis, entre chaque couche, on ressable aussi. Justement, ça fait un fini tout. Il n'y a pas des C'est le beau-père qui a peinturé. Ah, ben c'est ça, moi. Fais attention à ce que tu dis. Ben, c'est ça que je regardais la découpe ici dans le dos, je dis c'est pas peint, c'est bon, là. C'est un peintre. C'est un peintre qui l'a fait. Là, c'est un peintre, il va être content de voir que tu apprécies son. Hein? Ouais, mais pour rien. Je suis pas obligé de C'est ça, cacher c'est- une vidéo. C'est le deuxième épisode où tu parles de ton père, c'est pas... Non, c'est mon beau-père. Ok, c'est pareil. Ouais, ben c'est correct, ça aurait pu être mon oncle René, mais ça aurait pas eu l'air de ça. Non, ça aurait été moi-même, ça aurait vraiment pas eu l'air de ça. Moi, j'ai fait la peinture, puis les joints chez moi. 15 ans plus tard, ma blonde rit encore de moi. Ouais, ça aussi, les joints, tu sais. Je vais en revenir à ton gamme, là, je vais compléter, je vais commencer avec les joints. Vas-y. Parce que les joints, c'est la base. Tu sais, il y a beaucoup de peintres qui font aussi les joints. Personnellement, moi, je suis capable, mais j'ai pas le rendement. Je ferai pas d'argent en faisant des joints. J'en mets autant à terre que sur le mur, je manque de pratique. J'ai le niveau de finition, mais je vais passer 5 fois trop de temps sur mes joints. Je peux pas livrer une maison des joints en 3 semaines, ça n'a pas de sens. Fait que moi, je les fais pas, mais j'ai embauché des gens qui sont capables de les faire.
Puis moi, ben, je fais le standard qualité parce que c'est ça. Je suis chialeux, je suis picky, puis je suis perfectionniste. Ça fonctionne bien. Mais justement, la différence entre du haut de gamme et du régulier. Le régulier, les joints d'habitude, c'est un grade 3. Fait que le grade 3, c'est des joints de 36 pouces. Tu tapes papier, on y va, puis quand le soleil tape sur le mur, ben, tu vois, à tous les 4 pieds, tu vois, il y a le joint. Nous, on fait du grade 4. Donc, les flaps, les crosses, les joints de travers ou les jonctions de feuilles, c'est pas un tape en papier, on va y aller avec un tape en fil de verre renforcé. Il craquera pas ton joint. Il craquera jamais ton joint. Le tape, il décollera jamais de là. Les joints, à place d'être à 36 pouces, ils vont aller chercher un 6 pouces de plus de chaque bord. Tu vas aller chercher du 42 à 48 pouces en général. Ce qui fait que ton mur, les joints sont plus évasifs, sont plus minces, tu as moins de temps d'avoir tes bosses. Ça, déjà là, c'est une meilleure gamme pour ce qui est du tissage de joints. Quand on tombe dans la peinture, les vrais projets haut de gamme, mettons qu'on va à Westmount, ils ne te demandent pas combien ça coûte, ils te demandent quand est-ce que tu commences, puis ils ne vont pas savoir quand c'est fini parce qu'ils ne savent pas les autres mêmes. Ça se peut qu'ils n'aiment pas le mur et qu'ils disent d'avoir commencé 5 fois. Quand ils ont l'argent et qu'ils veulent vraiment que ce soit parfait, idéalement, ce qu'on veut, c'est un mur uni, qu'on ait l'impression qu'il est sorti d'usine et qu'on l'a mis là. OK. C'est ça le but d'un travail haut de gamme. C'est que tu vois vraiment pas aucune texture, aucun rouleau, aucun coup. Fait que toi, les clients, les clients, on en connaît tous, des clients ultra exigeants, qui ont des requêtes à l'infini. Tout, c'est ton dada. C'est ça. Ces clients-là que personne ne veut avoir, moi, j'ai du fun. Moi, j'ai du fun parce que quand ils disent hey, t'as oublié ça, ben, c'est très simple. Hey, merci, monsieur. Voulez-vous nous mettre de la tape? Tout ce que vous n'aimez pas, là, mettez un petit tape dessus. Ça va me sauver du temps ou je peux faire autre chose en attendant. Vous allez m'aider. Mais quand il fait ça, lui, il inspecte son mur, puis il l'inspecte beaucoup plus que moi. Je vais retrouver autre chose parce que, tu sais, le standard dans la construction, quand on répare un mur, c'est ce qu'on voit avec la lumière ambiante à 3 pieds du mur. Donc, à 1 mètre du mur, ce que tu vois, c'est ce que tu dois réparer, c'est le standard. Tu n'es pas censé accrocher de plus. Quand tu veux vraiment donner une coche de plus, on prend un spotlight, on le met collé sur le mur avec un angle, on voit tous les défauts du mur. Et là, tu le répares là. Okay. Un mur qui est plein soleil, on se casse même pas la tête. On liquéfie un peu plus le ciment à joint, pas un gros lot d'un pouce, on roule le ciment à joint carrément sur le mur, prend la grosse baguette de 4 pieds, puis on skin le mur au complet. Le mur il est flat. Une couche de blanc de grandeur du mur. Aussi simple que ça. Deux couches de primer, t'es sûr qu'il n'y a rien qui va brûler, il n'y aura pas de brillance nulle part. Puis vraiment un semblage entre chaque couche. Là, tu ne prends pas du grain du sang comme tout le monde fait. On va y aller avec un 300, tu vas peser un peu plus fort, mais ton mur va être impeccable, il va être lisse. Souvent, tu vas te rendre à 3 ou 4 couches de peinture qui soient totalement uniformes, peu importe la couleur. Okay, mais moi je peux te parler. 24 heures de séchage entre chaque couche. Ça, là, il n'y a personne qui a le budget de faire ça. C'est fou à quel point est-ce que j'ai l'impression que ce qu'on connaît de peintre en bâtiment, c'est quelque chose de beaucoup plus restreint que ce que vous faites en réalité. C'est pas tout le monde qui pousse jusque-là, parce que c'est pas nécessaire. T'sais, la majorité des gens ne demanderont pas ça. Ils ne verront pas la différence entre un mur qui a eu 4 couches ou un mur qui en a eu 2, si la couleur est opaque et bien placée. Puis ça amène, pour gérer plusieurs offres de services que mes clients me demandent d'analyser, souvent, il y a le budget. Puis, beaucoup de gens vont dire « Ah, t'es dans la construction, t'es riche, t'as 3 skidoo, un 4 roues, bon, bref, peu importe. » Mais on sait très bien que c'est pas nécessairement le cas. D'abord, les employés coûtent cher, l'équipement coûte cher. À quel point tu es capable de venir rentabiliser ça si tu es à ce point minutieux, puis que tu mets de l'énergie. Parce que c'est beaucoup plus long. Parce que tout ce que tu viens de décrire là, effectivement, pour faire plusieurs chantiers, très rares sont ceux qui vont même aller jusqu'à 1 mètre. Là. C'est une clientèle niche, on va se le dire. Mais pendant le budget, la majorité des gens finissent en fin de projet, le budget est serré, je vais peinturer moi-même. Non, mais tu viens de mettre 1,2 million sur ta maison et tu vas scraper le rendu final avec la peinture. La peinture, c'est ce qui fait wow. C'est ce qui fait que c'est beau. Que ça se fait plus visible, en fait. C'est ce qui protège ta surface. Là. Si tu portes un manteau d'hiver qui pogne le vent, tu vas avoir fret l'hiver. Ben, ta peinture, là, si tu mets de la peinture cheap sur ton mur, il ne t'offre pas grand-chose. L'humidité va rentrer dedans. Tout va être absorbé par le mur. C'est comme dans les salles de bain. Si tu ne vois pas des coulisses sur tes murs, c'est pas normal. Parce que ça veut dire que l'humidité rentre dans ton mur. Tu es censé voir des coulisses et être capable de les laver dans une salle de bain. Je suis content de savoir ça parce qu'il y en a quelques-unes. Ben, ça veut dire que tu as la peinture qui isole vraiment ta paroi. Là. On dirait ça au beau-père. Pas mon autre côté. Fait que là, on a dérivé beaucoup. Là. Et là, tu rentres en entreprise pour quelqu'un qui faisait ça, du résidentiel. Ouais, j'ai travaillé pour un pose entrepreneur à Saint-Jean. Fait que là, j'ai été formé à ce moment-là, tu te dis, je pars
Non, j'ai eu l'ami d'une amie qui a dit ah, j'ai besoin de peinturer mon sol. Compagnie d'après-sinistre, quand ils sont venus, le dégât d'eau, ils ont juste refait les murs qui ont été endommagés, ils n'ont pas fait le reste. Ben, c'est sûr, l'assureur paye pour les dommages, il paye pas pour refaire tout ton sol, si ton sol n'a pas été endommagé. Mais là, tu sais, compagnie d'après-sinistre, ils n'ont pas de carte de compétence, ils ne sont pas assujettis à la Commission de la construction du Québec parce que c'est habité. Donc, ils n'ont pas besoin de carte de compétence. Ils peuvent embaucher n'importe qui peut travailler, qui va être déclaré. Ça n'a pas besoin d'être un peintre. OK. Parce que c'est habité. Dans une résidence qui est habitée par le propriétaire, il n'y a aucune restriction. Sauf que ça prend quand même une licence de la Régie du bâtiment du Québec. Là, on rentre dans d'autres... C'est un autre sujet. Ouais, C'est un autre podcast. C'est des trucs qui t'allument, ça, là. Mais elle me l'a demandé, je dis, ben oui, je vais y aller. Puis tu sais, donné un coup de main la fin de semaine. J'ai chargé juste de quoi payer mon matériel que j'avais pas, parce que c'est la première fois que je faisais un contrat autre que sur mon lieu de travail. Là, on est en 2022. Non, on est en 2019. 2019, OK. Ouais, je suis encore apprenti première année, fait que j'ai pas chargé à l'heure. J'ai dit, regarde, donne-moi 200 pièces par jour, je vais être content. Mais ça a été des journées de 12 heures. Ça n'a pas été des journées de 8 heures. Ça peut être très payant. Non, pas en tout. Puis mon pinceau, là, c'est là que je l'ai maîtrisé parce que j'avais jamais eu un pinceau dans les mains par mon employeur. OK. Il faisait juste faire du rouleau. Puis j'ai pris le pinceau et j'ai tiré des lignes de couleur. À main levée, pas de tape. Wow. J'ai pris mon temps. Et puis là, t'as fait ce contrat-là, puis ça t'a donné l'envie éventuellement de te lancer? Ou? Non, ça a donné Amène-moi jusqu'à... ça a donné l'envie aux autres de m'en donner. Parce que, hey, ça n'a pas coûté cher. Hey, il a fait une belle job. Fait que je m'en donner un. Puis un autre. Puis un autre. Puis là, ben, finalement, j'avais plus de fin de semaine. Fait que j'avais pas le temps de dépenser mon argent. Fait que je me suis équipé tranquillement. Encore. Puis je faisais ça avec ma petite Civic, là. Fait que pour les cages d'escalier, là, j'avais une échelle télescopique, là. Clic, 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 clic. Parce que c'est la seule affaire qui rentrait dans ma petite Civic. Puis quand j'arrivais chez un client, je jouais à Tetris pour sortir le stock, puis je jouais à Tetris pour le rentrer après. Honnêtement, ça allait bien. Push à l'aile. Ça allait tranquillement. Puis petit peu par petit peu, je commençais à charger mon taux horaire que je gagnais déjà. Et non en dessous, parce que c'était en achat comptable. Je dis, ben non, je commençais à être meilleur. Puis là, j'allais plus vite. J'allais mieux. Là, je commençais à avoir des fois des petits défis, là, une réparation de plante un peu plus touchée. Ben, je prenais plus de temps dessus. Puis honnêtement, mon employeur était super content. Il y a eu un employé qui s'est formé tout seul, sur ses propres heures, qui n'a pas eu besoin de dépenser de l'argent pour. C'était merveilleux. Pour lui, là, c'était parfait. Parce que je sais qu'on en a parlé, moi puis toi, par le passé. Je suis curieux de voir ton avis là-dessus. On s'entend que là, tu me m'as parlé de 2019, tout ça. En 2020, il y a quelque chose qui a affecté le fait tout le monde. Dans ton domaine, comment vous l'avez vécu, ça? Je pense que tu sais de quoi je parle. Pendant la COVID. Ouais. Ça va bien aller. Mais ça a-tu affecté? Parce qu'on s'entend, toi, Eric, tu recevais des plans. Ça a été la merde. Je pense dans tout ce qui a été. Puis j'ai dit ça en joke, puis c'est un peu ça, mais n'importe qui dans le domaine de la construction, de près ou de loin, la COVID, c'était un camion de cornet de crème glacée en pleine canicule. Ça faisait la file, mon téléphone arrêtait pas de sonner. Moi, j'ai tout arrêté, j'ai mis mon téléphone dans un tiroir avec une croix devant le tiroir, puis ça la croix n'a rien fait. Mon employeur à cette époque-là, il a dit écoute les gars, je vous paye en double. OK. Mais lui, il était prêt à manger l'amende parce que lui, il devait charger la totale parce que c'était illégal. On n'avait pas le droit de se rassembler, pas le droit de rentrer chez les gens. Mais c'est ça. À un moment donné, on finit par permettre qu'on aille travailler avec un masque. Donc, on veut. La majorité des peintres ne peuvent même pas mettre un masque pour sabler le plâtre quand ils devraient le faire. Imagine mettre un masque juste pour aller travailler toute la journée. C'était simple, là. Tu m'obliges à mettre un masque, j'irai chez nous. Puis ça a été comme ça, unanime. On est super brillants dans la construction des fois. C'est un sujet à éviter, on dirait, ça. Moi, je l'aime, celle-là, vu que je suis pas dans la construction. Mais honnêtement, non, ça m'a pas tellement impacté. Okay, probablement que dans les poches de l'employeur, ça a eu un impact. Moi, c'est pas mon cas. Donc, finalement, t'es parti, t'as ouvert ta propre entreprise après le COVID. Oui, après le COVID. Je me suis enregistré le 5 février 2023, mais j'avais pas encore ma licence de la Régie du bâtiment du Québec. Okay. J'avais quand même enregistré l'entreprise. La papa s'était fait les numéros de taxes. J'avais tout mis ça en marche. Je commençais à récupérer des dépenses de mon véhicule, mon cellulaire, des petits trucs comme ça. Puis quand j'ai eu ma licence en véhicule, le 18 juin 2024, j'avais déjà un gros réseau de référencement. J'avais déjà des clients, j'avais déjà des projets. J'attendais juste de pouvoir les faire. En fait, j'avais déjà commencé à en faire quelques-uns. Il y en a qui font travailler sans licence en véhicule toute leur vie.
Ils sont chanceux, ils ne se font pas prendre, mais l'amende est très chère. C'est comme 12 000 dans le résidentiel, 34 000 dans le commercial, si tu te fais pogner. Ça coûte cher. La licence à mes coûts coûte à peu près 3 000, 4 000 à aller chercher. Là. La formation, plus un autre 1000 de cotisation gratuite. Ok, ok. Je vais t'amener sur autre chose, à moins que tu veuilles continuer là-dedans. Ah, vas-y, je te suis. On en avait parlé dans la pré-entrevue un petit peu. Je sais que tu as eu un passé plus difficile. Je me doute que plusieurs auditeurs ont peut-être eu un passé difficile aussi, puis ils aimeraient peut-être ça s'en aller vers l'entrepreneuriat ou simplement avoir une porte de sortie. Est-ce que tu es à l'aise d'en parler un petit peu? Moi, j'ai aucun problème. Ça me dérange pas du tout. En fait, mon passé a été difficile en grande partie par ma faute des choix que j'ai faits. Honnêtement, je m'ennuyais à l'école. L'école, c'était trop facile. Je suis tombé dans la drogue. La drogue, c'était le fun. C'était divertissant. Puis c'est pour ça que la majorité du monde dans la construction ont la réputation d'être des tout croches. C'est que dans la construction, dossier criminel, ils vérifient pas vraiment. Il y a certains chantiers que tu peux pas faire, là, comme un poste de police et les chantiers gouvernementaux, tu pourras pas rentrer. Mais pour le reste, il n'y a pas de problème. Quand tu dis tomber dans la drogue, tu parles de consommer ou de... Oui, dans la consommation. Okay, dans la consommation. Ben, moi, j'ai été anti-drogue jusqu'à l'âge de 16 ans. Vraiment, même quelqu'un met une cigarette dans l'auto pendant que j'étais dans l'auto, c'était les 4 fenêtres ouvertes. Je capotais ma vie. Là. Jusqu'à temps qu'un de mes amis d'enfance, que j'avais pas vu depuis longtemps, disait « Hey, il retourne chez nous pour me voir. » Ma mère est contente. « Hey, c'est fun. Il fait 10 ans que tu l'as pas vu. » Ma mère dans son char, il avait un an de plus que moi, puis on est parti, puis il allume un joint. J'ai jamais fumé ça. Mais là, hey, c'est mon ami, il fait longtemps que je l'ai pas vu. En une pas. J'étais totalement contre. Finalement, c'était drôle. Je me suis tout fait avec, mais c'était drôle par après. Puis on s'est revus, puis petit peu par petit peu, l'habitude s'est installée. C'est traite. C'est vraiment. Ça passe doucement, tu ne le vois pas s'installer, puis à un moment donné, ça devient une mauvaise habitude. Puis mauvaise habitude devient dépendance. J'ai passé 12 ans à consommer. T'sais, au début, c'était un petit joint, puis tu finis par tomber dans les drogues plus fortes parce que tu cherches des sensations plus fortes. Moi, j'étais accro à l'adrénaline, donc j'ai cherché plus fort. Là, l'adrénaline, ben, je l'ai, on est entrepreneur. Tu n'as plus besoin de la drogue aujourd'hui. Oh non, ça fait. Café compte pas, hein. En fait, je suis hyper sensible à la caféine. T'es chanceux, moi, ça m'en prend 8 juste pour partir de mon matin. Moi, boire des chais, c'est moins pire. Est-ce que tu es en train de me dire que tu as réussi à sortir de ta dépendance en devenant entrepreneur? Non, pas du tout. OK. Consommer de la drogue, ça coûte cher. Fait à force de consommer, il faut trouver un moyen de pouvoir toujours en consommer. Voler, c'est non. C'est pas beau. On fait pas ça. Mais j'avais déjà la petite fibre entrepreneur. Je savais que quand tu achetais une plus grosse quantité de drogue, t'en prenais moins cher. Plus que t'en prenais, moins que tu payais par morceau, mettons. C'était ma meilleure deal. Fait que j'allais chercher. Costco. Fait que ouais, c'est ça. Fait que j'allais chercher toutes mes chums qui consommaient la même chose que moi. Hey, t'en veux-tu? Je ramassais l'argent là. J'achetais un plus gros montant. Je leur donnais leur part à la petite Cooper, qu'est-ce qu'il y aurait eu normalement. Il m'en restait. Fait que ça me coûtait rien de consommer. Fait que ta première business, ouais, c'est ça. Mais justement, avec que les gens me fassent confiance, me disent, je te donne l'argent, tu vas me ramener ma drogue. Tu pars avec mon argent, tu vas me ramener, mais tu vas me ramener ce que je veux, là. OK. J'ai jamais cassé personne. J'ai toujours été honnête, j'ai toujours été franc, j'ai toujours ramené exactement ce qu'il fallait. J'ai jamais pigé dans ce qui m'appartenait pas. Jamais. Même que j'en ai donné plus que qu'est-ce qu'il y en aurait eu. Parce que moi, j'en ai. On pourrait peut-être dire qu'en même temps, on n'approuve pas nécessairement. Non, moi non plus, j'encourage pas personne. C'est le fun de voir comment quelque chose d'aussi illicite que ça peut déjà faire germer dans la tête de quelqu'un une petite fibre entrepreneur puis essayer de s'en sortir de cette manière-là. Bon. Ben, j'ai fait la même chose au secondaire avec les cartes Yu-Gi-Oh! Et les cartes Pokémon. Là. Je dirais que l'année. Non, mais c'était la même chose. Je faisais des paquets, je gardais les meilleurs. Je faisais des paquets avec toutes les cartes poches. Puis là, j'allais vendre ça aux petits enfants naïfs qui voulaient commencer à jouer aux cartes. Mais il y avait toutes des cartes de merde là-dedans. Là. C'est un peu le crosseur. Ils sont naïfs, c'est pas de ma faute. Là, tu me dis, excuse-moi, c'est beaucoup d'informations. Mais c'est public. Oui, mais donc là, t'as consommé tout ça. Est-ce que ça t'a amené dans le trouble à un certain point ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, quand t'accroches vraiment beaucoup, ça te prend des plus grosses doses pour aller chercher t'as plus le fun. Là, t'as vraiment plus de fun parce que quand t'en as pas, tu fais pas bien. Puis quand t'en as jamais assez. Fait que tu finis que tu vis pour consommer, puis tu consommes pour vivre.
Il n'y a plus rien d'autre. Là. C'est carrément ça, c'est ce qu'on appelle une dépendance. C'est vraiment une dépendance majeure. Puis, à un moment donné, ben, il y a eu un wake-up call. Puis, ça a pris une thérapie. Ah ouais. Ça a pris une thérapie de m'en sortir. C'est quoi Après que ça a été? 12 ans, C'est ça, juste manière. quotidien. Stupide comme ça se peut pas, là. Mon auto, il y avait une lumière qui était brûlée. Je me suis fait coller par la police, ma lumière brûlée. Il y avait un sac vide de terre. Un sac vide qui traînait par terre dans l'auto. Dans ce peut-être pas cher, tu sors du véhicule, tu fouilles le véhicule, tu fous en prison. Là, jusque-là, pas d'offense, pas de dossier criminel. C'est la première fois, des petites doses. Ils vont pas t'envoyer en prison pour le restant de tes jours pour ça. Là. Mais ça aurait dû, comme, allumer une lumière. Dire, OK, c'est ça que tu veux de ta vie. Ça n'a pas marché. OK, j'ai continué. Puis là, ben, tu tombes dans le collimateur. Là, ils te surviennent. Là, ils savent qu'il y a quelque chose autour de toi. Si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Ils se mettent à surveiller. Surtout que moi, j'habitais à Longueuil dans ce temps-là, puis il y avait faim. Longueuil, c'est assez sévère de ce côté-là. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est très commun à Longueuil. Là. Tu vas dans des coins un peu plus défavorisés, comme dans le coin des Ormeaux, où moi j'habitais. S'il n'y a pas un boucher dans tous les blocs, là, je sais pas ce que je fais. Okay. C'est très facile d'accès. C'est malheureusement trop facile d'accès. Puis les gens commencent de plus en plus jeunes. D'ailleurs, quand je suis sorti de ma thérapie, j'ai fait des petites conférences dans des écoles. J'ai pu aider un jeune à se tenir ou ça, puis dire, moi, je veux pas toucher à ça. Ma job est faite. Mais, donc, je me suis pas avec du stock. Je suis rentré Une deuxième fois? Une deuxième fois. Okay. Ils m'ont gardé 3-4 jours. Je suis sorti avec une caution. J'ai rien compris. Ils m'ont pogné. Le délai était plus fort. Ça a pris 10-12 jours. Ils m'ont pogné encore. Là, ils ont dit, je pense qu'on ne comprend pas. Il n'y aura pas de caution. J'ai plaidé coupable. Pour mes offenses. Puis j'ai demandé une place en thérapie. Donc, la thérapie. Ça, la thérapie, je voudrais dire. Ça, c'est en 2000. Pour que t'arrêtes. C'est ça. Ça, c'est pour que t'arrêtes. Le 26 septembre 2017, j'ai pris ma dernière consommation. Donc, 26 septembre 2017, c'est là que je me suis fait arrêter. C'est là que je suis passé devant le juge. J'ai demandé une thérapie. J'ai dit, là, je vais plaider coupable s'il faut. Je vais dire ce que vous voulez, mais je veux une désintox. Si vous m'envoyez en prison, il y en a de la drogue en prison. C'est pas ce que je veux. J'ai un enfant. Mon garçon venait d'avoir 4 ans. Je dis, c'est pas l'exemple que je veux lui donner. C'est pas ce que je veux faire de ma vie. T'sais, je m'occupe pas de mon garçon, j'aime mieux consommer. Moi, mes valeurs familiales, là, mon garçon, c'est moi qui ai calculé les cycles menstruels, les cycles d'ovulation pour l'avoir. Là. Je voulais être un père dans la vie. T'sais, quand j'étais petit, à l'école, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je veux des enfants. C'était pas je veux être policier, je veux être pompier, non, je veux des enfants. Je l'ai toujours su. Puis, à cause de la consommation, ben, j'étais pas un père pour mon enfant. J'ai manqué plein de beaux moments. Aujourd'hui, mon enfant, c'est moi qui la garde à temps plein. Okay. Il voit sa mère une semaine sur 2. C'est sa mère qui me l'a envoyé en disant qu'elle est venue avec moi. Si on m'aurait dit ça il y a 10 ans, je ne l'aurais jamais cru. Mais j'ai fait une désintox. 6 mois fermés avec des droits de sortie la fin de semaine. Ça s'est bien passé. Au début, moi, j'ai pas eu de symptômes de sauvage. J'étais motivé, je savais ce que je voulais aller. Puis physiquement parlant, j'ai pas eu de mal-être. J'ai été vraiment chanceux parce qu'il y en a que vraiment, c'est pas facile à arrêter. Moi, ça a très bien été. J'étais pas gros parce que je consommais beaucoup, puis là, je me suis mis à manger. Je pense que j'ai pris 70 livres dans 10 mois. Mais tu sais, passer de 125 livres qui a traduit 6 pieds 2 à 195, t'es pas gros. T'es correct, là. C'est comme, il était temps que tu mettes la viande après le poteau. C'est ça. Et tu penses-tu que le fait d'avoir eu ton gars, ça a été l'élément qui t'a poussé à avoir autant de volonté d'arrêter? Ben, honnêtement, non, parce que quand il est venu au monde, je pensais encore juste à consommer. Là. Quand il est venu au monde, l'éveil, c'est pas fait maintenant, là, il s'est pas fait tout de suite. J'étais comme, c'est correct, il va être sévère, moi, je peux continuer qu'est-ce que je faisais. C'est vraiment quand que, à force de continuer d'avancer dans ce milieu-là, puis de finalement rien avoir. T'sais, mon enfant n'a jamais manqué de rien. Il n'a jamais manqué de nourriture à la maison. T'sais, les besoins de base étaient comblés. Les paiements étaient faits. Et tout ce qui restait d'over, c'était pas du plaisir, c'était mon plaisir. Fait que c'est pas mieux non plus. Puis là, ben, ça m'en prenait plus. Je trouvais des moyens d'en avoir plus. Puis... Je suis un peu curieux, parce que, bon, ça, on veut parler d'entreprise, puis on veut parler d'entrepreneuriat, puis ton cheminement, il est incroyable. J'ai passé d'où tu étais à où tu es aujourd'hui. Puis j'imagine que ça reste
c'est un peu en toi, cette chose-là, de pas être sevré, mais moi, je suis un ex-fumeur, puis je suis un peu triste de dire, puis un peu gêné de dire que des fois, j'ai un petit peu de salive quand je passe à côté d'un spot à fumeur à 9 mètres du trottoir, tu sais, mais... Je te comprends. Mais puis on sait très bien que quand tu travailles avec le stress, parce que tu es dans le domaine de la construction, puis on a beau tout être millionnaire aux yeux de tout le monde, c'est pas nécessairement le cas, mais le stress est tout le temps présent. L'entrepreneuriat, puis peu importe, en construction entre autres, tu as beaucoup d'opportunités de sauter dedans. Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi qui te drive à juste persévérer là-dedans? C'est super facile comme question. Premièrement, si tu penses que ça va gérer ton stress, ça va t'en poser encore plus. Parce que sur le moment, oui, ça t'apaise. Mais aussitôt que tu commences à redescendre, et c'est vraiment pas long, le stress il est décuplé. Là. C'est des anxiogènes, ça va pas t'aider. Ça, là, c'est une béquille. C'est un placebo. Puis c'est un placebo qui dure vraiment pas longtemps. Deuxièmement, je suis pas gay. Tu coupes pas mon temps. Répète pas ta question. Je suis parti sans problème. Répète pas ta question. Qu'est-ce qui fait que tu... comment tu fais pour gérer, puis pourquoi? Parce qu'on a tellement d'opportunités de retomber là-dedans, dans ces mauvaises habitudes-là. Comment tu fais pour pas retomber là-dedans, malgré le stress? Oui, je parlais commencer avec ça. Puis deuxièmement, c'est super simple. Je sais où ça mène. Je sais d'où je viens. Je me rappelle d'où je viens. Je me rappelle ce que j'ai pas eu. Je me rappelle tout ce que j'ai privé les autres autour de moi. Je me rappelle la misère, le calvaire que ça a été de me regarder dans le miroir tous les jours et de me dire c'est ça ma vie. Je consomme. Puis quand j'en ai plus, je trouve un moyen d'en avoir d'autres. Quand tu te mets à travailler chez les gens, à aider les autres, à faire quelque chose pour une équipe, pour un bien commun, honnêtement, c'est valorisant. Puis t'as pas envie de te regarder dans le miroir et de te dire ben qu'est-ce que je fais? La fierté personnelle, ça vaut quelque chose. Puis il n'y a pas d'estime personnelle à consommer, pas du tout. C'est intéressant parce que c'était pas l'objectif du podcast de faire mais en même temps, c'est vraiment un beau message d'espoir. Je suis pas le seul. J'imagine que non, mais on voit pas ça, puis on le sait pas. Tu sais, les gens t'invitent les gens chez toi, tu le sais pas. Je fais pas un primitif à chaque fois que j'invite un nouvel entrepreneur ou quelqu'un pour m'aider dans mes travaux. Là. Mais je trouve que c'est un beau message d'espoir. Puis c'est pas du tout la tournure que je pensais que ça allait prendre. Mais je suis quand même content que ce soit allé là. Puis je suis vraiment content, puis je te remercie d'être capable d'avoir cette ouverture-là, puis d'en parler. Là. Ben, je suis pas seul. D'ailleurs, ce midi, quand on a dîné ensemble, il y en avait un dans la salle aussi, qui a un parcours semblable. Puis il en a parlé ouvertement. Il est même passé aux nouvelles dans un reportage à la télé à un moment donné une fois. Là, une compagnie de toiture. Ça serait quoi ton... On essaie d'aider justement ceux qui ont le Je veux profiter un peu de ton expertise là-dedans et dire, tu sais, mettons, un plus jeune qui nous écoute, que en dedans de lui, il a une envie d'accomplir quelque chose, mais qui est pris dans cette sphère-là, dans cette spirale-là de consommation. Ce serait quoi ton conseil? Trouve quelque chose que tu aimes, mais vraiment qui te passionne. Ça te prend une motivation. Ça prend vraiment un moyen d'aller chercher en soi une motivation qui va être assez forte pour la passer avant tout. Moi, ça a été mon fils. Je voulais pas être cet exemple-là pour mon garçon. Je voulais pas. Je voulais pas que plus tard, mon garçon soit comme moi vis-à-vis de mon père. Moi, mon père, j'ai jamais vu mon père et ma mère dans la même pièce. Mon père était un toxicomane. Il doit avoir des gènes quelconques parce que j'ai pas grandi avec mon père, mais pas du tout. Puis, je voulais pas que moi, mon garçon, me voit comme moi je vois mon père. Je me suis dit, il n'est pas trop tard, c'est le temps de réagir, c'est le temps de le faire. Ben, quelqu'un, s'il n'y a pas d'enfant, ça peut être ta mère. Tu penses que tu rends fier à ta mère en faire ça comme ça? Tu penses qu'elle vit bien? T'sais? Peu importe. Peu importe. Il y a toujours une motivation suffisamment forte pour se dire c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai envie d'être, c'est pas ce que je veux faire aux gens. Parce que des gens autour de toi vont souffrir encore plus que toi. Il n'y a personne qui aime ça voir ça. Là, ton fils, il a quel âge aujourd'hui? Mon garçon, il va être à 13 ans aujourd'hui. 13 ans. Ouais. Ça va être une super belle émotion quand tu arrives chez toi avec le tag de ta propre entreprise, PRO, sur ton T-shirt.
fierté d'avoir accompli quelque chose, puis lui, il doit le voir. Ah, lui, il a de la merch sur mon panneau publicitaire ambulant. Là. Lui, aussitôt que j'arrive avec un nouveau quelque chose pour les employés, il pige dedans. Là. Fait qu'il y a le cache-pouille, il y a la tuque, il y a le hoodie, les gens de manches longues, juste des polos comme ça. Il m'en a volé un parce qu'il avait un peu rapetissé au séchage. Ben, il y a quasiment, tu sais, il y a 13 ans, puis il porte quasiment ma grandeur déjà. Il m'a volé des t-shirts dans mes tiroirs parce qu'il n'y avait pas de linge. Puis ça me paraît pas que c'est bon t-shirt. Tu sais, il est bien portant, mon garçon est en forme. Ouais, il est en forme. C'est-tu un futur repreneur de l'entreprise? Il tente pas pour ça, puis moi, je l'encourage pas pour ça. Okay. C'est pas facile d'être entrepreneur dans la construction. C'est un milieu extrêmement compétitif. C'est un milieu très jugé, puis encore plus dans la peinture. T'sais, tout le monde est capable de faire de la peinture. Mais justement, faire de la peinture, être peintre, poser de la peinture, c'est une chose. Être peintre, ça vient avec des expertises, ça vient avec une connaissance plus approfondie des produits, des applications. C'est plus complet. Mais c'est pour ça, c'est ça le problème, c'est que moi, le beau-frère, là, il peut venir peinturer chez vous, puis vous allez être content. Là. Ça coûte pas cher. Ça coûte une pizza, un souper, une pièce de grappe. On n'a pas de but. Mais ça a l'air de ce que ça a l'air. Fait que ça dépend de ce que vous voulez, tu sais. Mais mon garçon, je ne vais pas le pousser à vivre ce jugement-là, de devoir tout le temps se battre pour se prouver, pour essayer de se vendre, pour essayer de dire, ouais, mais moi, je vais te faire quelque chose que ton beau-frère sera plus capable de faire. Tu sais, moi, ça va être vraiment, vraiment beau, là. Ça va être vraiment sa coche, puis je vais te mettre le bon produit que tu as besoin selon l'utilisation de ta pièce. Ça me tente pas que mon gars, il se garoche là-dedans. S'il veut le faire, fine. Tant mieux, je vais lui montrer ce que je sais, puis il va déjà être parti dans la vie. Si c'est pas ce qu'il veut, c'est pas moi qui vais le forcer, là, pas du tout. Puis, l'important, c'est qu'il trouve sa voie. Puis il est brillant. Il est brillant, puis il a 2 mains gauches, fait que il est pas parti pour être peintre. Et tu disais, t'en as parlé un petit peu, t'as effleuré le sujet, fait que je trouve que c'est bon. Tu parles de la compétition, tout ça. Comment est-ce que quelqu'un qui dit, t'es plus cher que la compétition ou quoi que ce soit, comment est-ce que tu viens répondre à ces clients-là? Est-ce que tu te dis que c'est peut-être pas tous les clients qui sont faits pour toi? Comment tu fonctionnes? Non, pas du tout. C'est qu'il y en a vraiment pour toutes les gammes de prix. Premièrement, il y a la compétence, il y a les connaissances, il y a l'habilité, il y a la légalité, on va en parler, la licence RBQ, hein? La Régie du bâtiment du Québec qui vous oblige d'avoir une licence pour avoir le droit d'effectuer des travaux. Ça vaut que moi, je vais faire un petit mur dans la salle de bain chez ta mère, ça me prend ma licence. OK. J'ai pas le droit d'aller le faire sans licence. Il y en a beaucoup qui font des travaux, comme les hommes à te faire. Ah, je suis un homme à te faire. Et où t'as la licence RBQ? Tu fais des travaux sur un bâtiment. Ça prend une licence RBQ. Le seul temps où tu peux faire des travaux sans avoir de licence, c'est soit quand tu es propriétaire occupant et que tu fais les travaux toi-même, pas que tu embauches quelqu'un, ou quand tu es sur le talon de paye du gestionnaire, donc un concierge, vraiment un salarié de maintenance. Donc là, c'est des travaux de maintenance, c'est des travaux d'entretien, c'est pas des travaux de rénovation. Okay. On joue sur la ligne, mais en ce moment, il y a encore une zone où on peut aller jouer. Donc, ce que je vais dire aux gens qui me trouvent trop cher, ben, je vais leur dire, écoutez, allez-y avec le moins cher. Si vous êtes satisfait, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, rappelez-moi. Tout simple que ça. Il y a de l'ouvrage pour tout le monde. Il y en a pour tous les prix. Il y en a pour toutes les gammes. Moi, je sais ce que mon travail vaut. Je sais ce que le niveau de finition vaut. Je sais le temps qu'on va mettre sur le projet pour qu'il soit impeccable. J'ai pas besoin de convaincre ma clientèle. Habituellement, les gens qui m'appellent, c'est que j'ai été référé. C'est pas du monde qui arrive de nulle part et qui n'ont pas entendu parler de moi. C'est qu'ils ont... Ma réputation m'a précédé. Ils m'ont appelé pour une raison. C'est pas pour essayer de négocier le prix. T'sais, moi, quand je vais chez le boucher, je négocie pas mon steak. C'est ça qui coûte, ben c'est ça qui est. On arrive à un segment qui est quand même récurrent dans notre podcast, qui est la boîte à outils. Essentiellement, on veut que tu puisses aider les auditeurs à se positionner sur certains enjeux qui sont en lien avec ton domaine. J'ai envie de te demander un petit peu, moi, j'ai un projet de rénovation chez moi, j'ai envie de peinturer ma maison à grandeur. Fais pas ça, oui, va le faire. Comment je trouve la bonne personne? Comment est-ce que, je connais pas ça, j'ai l'impression que je vais avoir 1000 soumissions avec 1000 prix différents, avec 1000 produits différents. Comment est-ce que je sélectionne la bonne personne? Ben, tu vas sur Google, tu mets peinture Rémi Ouellet. Les yeux sont bien tombés, on va s'occuper de tout. Bon, on va couper ça là, ça s'arrête, tout est beau. Ben, Ça a été la boîte à outils la plus facile, mais gang. honnêtement, c'est de l'essai-erreur. T'auras beau aller regarder les références, t'auras beau te renseigner. Les références, c'est un bon indicatif, là. Si la personne a des références solides et des références vérifiables, c'est facile de dire, hey, va checker mes avis Google, mais que c'est drôle, sont toutes à 2 minutes d'intervalle.
Tu sais, c'est des avis fakes qui sont créés, même encore, tu sais, devant des photos de projet. On prend pas toutes des photos. Moi, à un moment donné, je me suis curé de prendre des photos de mes projets. Je le prends quand ça vaut la peine. Je n'ai pas des photos de tous mes projets. La photo de mur jaune, ça reste une photo de mur jaune. Ouais, mais encore là, une photo de mur jaune, ça prouve pas que c'est toi qui l'as peinturé. Non, puis une photo de mur jaune, ça veut dire que t'as pas de goût aussi, le mur jaune, c'est lettre. Ça, là, moi, j'ai appris que mon client, quand il dit, puis comment tu trouves ça, j'ai pas le droit de dire que c'est laid. Il me rappellera pas, c'est vraiment beau. Quand je change, comme, oh my god. Ça, c'est pas moi à juger. Moi, je suis là pour appliquer, conseiller sur le type de produit. Donc, encore là, si un peintre arrive chez vous, puis qu'il te demande, tu demandes c'est combien, puis qu'il te donne un prix d'être là, t'as un problème. Parce que, faut savoir qu'est-ce qu'on va mettre sur ton mur. As-tu des enfants? As-tu un chien? Est-ce que tu cuisines? Est-ce que, comment tu te sers de ta pièce? C'est une salle de jeu pour enfants ou c'est un bureau où tu vas t'asseoir tranquille? Faut savoir, as-tu besoin d'une peinture qui va être lavable, durable ou juste un beau résultat uniforme? Ton budget, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Si ton entrepreneur ne te pose pas de questions, puis qu'il tout de suite il veut juste te vendre la job, c'est qu'à quelque part, il va te faire la job pour la faire. Il va pas s'impliquer, il va pas faire de soucis de. Les petits détails, là, il va pas y accorder vraiment d'importance. Parce qu'il n'a même pas essayé de savoir c'est quoi ton besoin. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, très important, quelqu'un qui me dit je veux ça. Une minute, on va parler. Je vais pas te donner ce que tu veux nécessairement. Je vais te donner ce que tu as besoin. Je vais te conseiller ce qu'il faudrait vraiment, ce qui conviendrait pour toi, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour toi. Après ça, si tu le veux pas, que tu veux que je fasse ça, fine. Mais si tu veux que je peinture avec une peinture recyclée qui couvre pas, trouve un autre peintre. J'ai pas besoin d'aller là. Honnêtement, c'est le temps du pain qui coûte le plus cher. Si votre entrepreneur vous suggère d'augmenter la qualité de la peinture et que vous avez le budget de le faire, faites-le. Faites-le parce que ça va être plus durable, ça va être plus beau, ça va être plus facile pour le peintre de travailler. Il va sauver du temps. C'est ses heures qui coûtent le plus cher, c'est pas le gallon de peinture. Un gallon de peinture de bonne qualité va y falloir souvent à 1 heure de son travail. Mais ton gallon de peinture, ça peut y prendre 4 heures pour le poser. Fait que ton gallon de peinture, il coûte beaucoup moins cher que le temps du peintre. Ça vaut la peine. C'est un conseil que j'aurais aimé avoir avant de faire peinture ici. Le mon père me l'a dit, puis je l'ai pas écouté. Mais bon. En même temps, c'est un espace commercial. T'as du monde qui viennent. Oui, effectivement, on voit les coups de rouleau, la brillance n'est pas égale. Ouais, ça, c'est pas sur mon âge, puis tu vibras avec les mais conséquences. c'est pas nécessairement à cause du peintre, mais la qualité de la peinture. Ouais, c'était de la chenoute. Je dirais pas où je l'ai acheté puis combien j'ai payé, mais c'était un choix fait. Dans une quincaillerie? C'était dans une quincaillerie. Jamais. On va dans un magasin de peinture. Peu importe la marque que vous aimez, là, moi, je vais pêcher pour ma paroisse. J'ai une compagnie que j'adore parce que j'ai accès aux produits résidentiels, aux commerciaux. J'ai même des produits industriels que je pourrais faire les rampes de métal extérieur puis que jamais ils vont décolorer parce que c'est fortifié de métal. Ça, c'est des petites connaissances qui font la différence entre je pose de la peinture et je suis peintre en bâtiment. On connaît un peu plus ça, mais il y a Benjamin Moore, MF, qui est fabriqué ici au Québec, il y a Midtown, si je me rappelle bien. Benjamin Moore sont surtout forts pour le marketing. Les autres qui ont fait un bon coup en allant porter des mallettes dans les écoles de design. Chez les designers. Pour dire, peut-être prenez nos couleurs. Ben, c'est ça. Ça veut pas dire que c'est la meilleure peinture, ça veut juste dire qu'ils ont la meilleure stratégie de vente. Je comprends. Je vais pas commencer à comparer, mais ça, c'est ce qu'ils ont de plus fort. Si on va chez MF, leur gamme de produits qui est vraiment leur gros punchline, c'est la ProLine. La ProLine, que ce soit la bleue ou la rouge, c'est la qualité contracteur. Donc ça, c'est pour les maisons neuves, les tours à condos, c'est ce qu'on livre. Donc c'est ce qu'on veut, le moins cher possible, le plus durable possible, juste pour être capable de livrer, sans avoir trop de problèmes. Donc, normalement, ceux qui vont rentrer après vont pas peindre par-dessus, mais c'est pas un primer 2 couches. T'sais, c'est quand même une peinture qui va couvrir assez bien. Pour les besoins d'entrepreneur qui veut aller vite, faire ça beau quand même, MF, c'est parfait. Mais quand on va aller dans du haut de gamme, il manque d'opportunités, il manque de possibilités. Ensuite, ben là, on a les deux autres gros américains, que c'est Dulux Bétonnel ou Sherwin-Williams. Ces deux-là existent depuis très longtemps. Dulux Bétonnel, ça appartient à PPG. Dernièrement, je crois que ça a été revendu, mais ça c'est toujours comme ça. Donc ici, au Canada, on a Sherwin-Williams, PPG, c'est les leaders dans l'industriel. Donc, ils ont accès à tous les produits qui sont fortifiés à le métal, qui ont des composés d'époxy, ils ont vraiment
tout pour tout faire. Plancher de garage, le façade extérieure, le métal extérieur. Tu veux faire ta tôle, on peut le faire. Tout se fait avec ces produits-là. Tu peux même peinturer ton asphalte. Puis ça va rester. Tant que tu as le bon produit, la bonne préparation. La seule différence entre les deux, encore là, c'est comment tu veux travailler. Il y en a une qui va s'appliquer d'une telle façon, l'autre de telle façon. Donc, c'est un choix du peintre. Ou un choix monétaire, dépendamment de qui te fait le meilleur deal, selon combien t'achètes. Au final, on te contacte. Au final, c'est d'affaire avec un professionnel, un expert, puis surtout un passionné. S'il a de la blasé de faire sa job, ben, il va vous la garocher, votre job, il s'appliquera pas. Là. Essayez de trouver quelqu'un qui vraiment, vous le voyez quand il en parle, là, il aime ce qu'il fait. Déjà là, c'est un bon plus. T'es clairement, c'est là où je m'en allais. T'es clairement un passionné. Si les gens veulent te contacter pour parler avec toi de tes services, idéalement, peut-être même avoir un contrat. Mais si les gens devaient avoir à te contacter, ils te contactent comment? Ben, comme j'ai dit sur Google, peinture Rémi Ouellet, c'est facile à trouver. Sinon, 514-886-3227. Il est dans mes poches, il y a juste moi qui réponds. Ou par courriel, info@peinturero.com. Rémi Ouellet, c'est un petit peu difficile, là. Rémi, un I, un Y, Ouellet, de L, de T. Le monde qui avait des problèmes. Ou pour mon site web, www.peinturero.com. Peinture aussi. Bon, ben, c'était un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci, Eric. C'est moi, Eric. Hey, c'est la première fois qu'un verre de whisky me donne plus longtemps que ça. Fallait bien changer. Yes, puis on peut prendre une gorgée en attendant, puis après ça. Intro ou impro? Intro. Un peu des deux.